Voilà, donc je suis issu du milieu enseignant, mes fils de paysans, qui n'a pas pu reprendre parce que dans le Pas-de-Calais, les surfaces étaient trop petites et enfermage. Donc mon père, faute de cultiver la terre, m'a mis à la culture générale. Voilà, enseignant en collège, toujours dans des milieux difficiles, voire zone violence, comme mon dernier poste. Et puis avec pas vraiment des programmes, puisque c'était en technologie collège, c'était plutôt des orientations. Et on devait construire avec les élèves notre propre programme. Ce qui m'a donné le plaisir avec les élèves de faire des recherches. Et j'ai jamais cessé. Depuis que je suis en retraite, je m'intéresse à tout ce qui est environnement, tout ce qui pourrit l'environnement surtout, nucléaire, les pesticides, etc., etc. Voilà. Alors, peut-on se passer du nucléaire? Déjà, de poser la question comme ça peut vouloir dire que, bon, il faut déjà réfléchir si on ne peut pas continuer à s'en servir, puisqu'il a servi pendant quelques années, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas continuer? Donc, on va voir en 6 ou 7 points ce que l'on peut, enfin, ce que moi, je reproche au nucléaire, avec mes amis, de sortir du nucléaire. Hein, bon, déjà... C'est pas le système, hein, c'est le monsieur qui est maladroit. Voilà. Donc, situation du nucléaire, point par point. On va commencer par le premier. Ça va durer plus longtemps que prévu. Oui, ça va. Oui, puis alors, en plus, il y a la télé, c'est pas génial. Faut que tu te décales un peu par Attends, là. tu vas peut-être me le faire quand je te ferai signe. Les jeunes sont tous... Voilà. C'est dans l'autre sens. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Ouais, ça va Non, mais d'ici une heure, ça sera au ça va point. aller. Voilà, d'ici une heure, on sera au point. Alors là, déjà, vous avez là, il faut faire le point évidemment des installations. Alors nous avons en France 18 centrales. La centrale, c'est le site sur lequel sont implantés les réacteurs. Donc 18 centrales avec des couples de 2, 4 ou 9, 6, 9 réacteurs. La plus grande centrale étant celle de Gravelines. Vous avez entendu parler peut-être qu'en Ukraine, il y avait aussi la plus grande centrale d'Europe, sauf qu'à Gravelines, nous avons des 900 MW, 9000 kW de puissance, alors qu'à Zaporizhzhia, en Ukraine, ce sont des 1100, 1300. Donc c'est effectivement la plus grande centrale. Si vous regardez la carte dans l'Est, Fessenheim a disparu, et puis vous avez là-bas, du côté du Cotentin, une centrale en rouge, c'est l'EPR. L'EPR qui est un peu souffreteux, je ne sais pas s'il a eu le Covid, on va en parler. C'est un accouchement difficile. Oui. Alors, vous entendez toujours parler du nucléaire décarboné, c'est-à-dire à faible émission de carbone, de CO2. Et c'est pour ça qu'on va même jusqu'à parler de nucléaire vert. C'est peut-être aussi pour cacher les déchets. En prônant ce qui est valorisable, on oublie de parler des déchets. Il faut savoir que le CO2, en fait, le nucléaire émet peu de CO2 quand il est en fonctionnement. Mais je dis qu'il faut, pour considérer de manière honnête cette énergie, il faut considérer tout le cycle, c'est-à-dire aller de l'extraction du minerai jusqu'au démantèlement des centrales, ce qu'on n'a toujours pas encore fait. Et là, effectivement, parce que le nucléaire passe pour émettre 12 grammes de CO2 par kilowattheure. Mais l'éolienne, c'est 11 grammes. Donc il y a assez peu de différence. Mais si vous regardez déjà à la construction, dans l'édifice, la différence de quantité de béton au pied d'une éolienne et dans une centrale
avec non seulement le bâtiment réacteur, mais les aéro-réfrigérants que vous avez là, ça fait déjà énorme. Ensuite, il y a l'extraction, dans les pays que nous verrons tout à l'heure. Il y a le transport maritime. Il y a le transport routier pour aller dans différents sites de France, préparer le minerai d'uranium en pastilles digestives, c'est-à-dire par les réacteurs. Ensuite, il y a le transport pour porter les assemblages qui sont usés dans les centres de retraitement, notamment à La Hague. Et tout ça, à mon avis, ça fait pas mal de CO2. Alors, à sortir du nucléaire, on s'est étripé pendant longtemps pour essayer de trouver une étude correcte qui nous donne les chiffres exacts. Et on n'en a trouvé aucune. Donc on a arrêté de chercher. Mais à mon avis, le nucléaire émet bien plus de CO2 de la vie, de tout le cycle, y compris le démantèlement. Le démantèlement, je ne sais pas si je vais en reparler après. Il n'y a qu'une centrale qui est en cours de démantèlement. Il y en a une qui est terminée, c'est celle de Chaux, que j'ai eu le plaisir, enfin l'honneur de visiter parce que j'ai été enseignant un moment dans les Ardennes et elle était en construction, donc on a pu la visiter. Mais c'était beaucoup plus facile parce que c'était une petite, 300 MW, et puis elle était en caverne. Donc c'était beaucoup plus facile à gérer. Sinon, il y a celle de Brennilis qui est arrêtée depuis 1985 et qui n'est toujours pas achevée de démanteler. Ça aussi, quand on va parler de l'argent du nucléaire tout à l'heure, ça va compter. Oui, je reviens un peu en arrière, tu laisses cette image-là. C'est bon pour la planète, on dit, parce que c'est décarboné. Il n'y a pas de CO2, en principe. Sauf que le climat, c'est un problème planétaire. Et ce n'est pas nous, avec nos 56 réacteurs, qu'on va changer le climat sur la planète. Pour changer le climat sur la planète, il faudrait des centaines, voire des milliers de réacteurs dans le monde. Avec tout ce que ça peut impliquer, de pollution, de problèmes pour gérer les déchets. Donc, vous voyez, voilà. C'est une information qu'on nous donne, mais je crois que c'est plutôt une fake news. Le nucléaire ne va pas sauver le climat. Là, vous avez l'indépendance énergétique de la France. Là encore, une espèce de fake news. Depuis 2001, nous n'avons plus d'uranium en France. Jusqu'en 2001, on pouvait extraire de l'uranium en France, dans le Limousin, en Auvergne, même dans l'Allier, en Ardèche aussi. Depuis 2001, la dernière mine d'uranium en France est fermée. On est donc obligé d'aller chercher l'uranium à l'étranger. Alors le Canada, c'est assez sympathique, c'est les cousins. Mais quand on va chercher au Kazakhstan ou au Niger, si vous suivez l'actualité, vous savez que dans ces pays-là, il y a des problèmes, il y a des soucis. Donc notre approvisionnement n'est pas forcément garanti, et je ne peux pas admettre qu'on parle d'indépendance énergétique quand on va chercher notre uranium dans des pays aussi tourmentés que le Kazakhstan et le Niger. La Namibie aussi figure en carré rouge. Or, en Namibie, on n'a jamais extrait un seul kilo d'uranium. C'est le scandale Areva avec Atomic Anne, qui s'est fait rouler dans la farine en achetant une mine qui n'était pas capable de produire d'uranium. Donc, indépendance énergétique, ça ne va pas non plus. Suivant. Ils sont formidables, les jeunes. Moi, j'ai cafouillé tout à l'heure, et là, vous avez une jeunette, paf, tout de suite, ça marche. Dangerosité du nucléaire. Je ne vais pas parler de Tchernobyl, de Fukushima. J'ai déjà fait des conférences sur le sujet. Ça peut tenir une soirée. Et puis, vous en avez tous entendu parler. Vous savez très bien qu'à Tchernobyl, ça fait depuis 86 calculé. Eh ben, les gens, ils ne sont pas pressés de s'y retourner. Il y a toujours les zones interdites, y compris les militaires russes. Quand les militaires russes ont envahi l'Ukraine par la Biélorussie, puisque la Biélorussie n'est pas loin de Kiev, ils sont passés par Tchernobyl en disant c'est une zone interdite, donc on va être peinard,
Et puis ils sont installés, ils ont creusé des tranchées. Et ils ne savaient pas, 32 ans après, ils ne savaient pas que c'était pollué, gravement pollué. Et c'est quand certains militaires ont commencé à avoir des démangeaisons ou des brûlures qu'ils ont écouté les gens de la centrale, qui travaillent encore, parce qu'il faut comment dire, entretenir les déchets qui sont stockés, les surveiller. À ce moment-là, ils ont écouté les gars de la centrale, ils ont dit, vous savez, ici, il y a eu un accident là, et ils sont repartis. Ce qu'ils sont devenus, je ne pense pas qu'ils soient morts, mais bon, c'est quand même pas des vitamines qu'ils ont pris. Hein. Bon, il n'y a pas que les catastrophes. Alors, on dit aussi qu'en France, puisque nous sommes les meilleurs, il n'y a jamais eu de catastrophe. C'est faux. Il y a eu en 1969 et en 1980, dans la même centrale, sur l'un et l'autre réacteur de Saint-Laurent-des-Eaux, un début de fusion du cœur. Parce qu'il y avait des obstacles, des bouts de tôle qui obstruaient les canalisations, un mauvais refroidissement, et le cœur avait commencé à fondre, avec des rejets dans la Loire de plutonium, ce qu'a reconnu un grand ponte du nucléaire, dont j'ai oublié le nom momentanément. Il y a ensuite les radiations. Il faut savoir que le plus méchant des éléments radioactifs, c'est le plutonium, qui a une demi-vie de 24 000 ans. Une demi-vie, ça veut dire qu'au bout de 24 000 ans, il y a la moitié de la dose, pas de la dose, la moitié des atomes qui ont relargué leur... voilà. Et ça double chaque année. Donc 24 000, 48, etc. Vous voyez qu'à l'échelon de l'humanité, hein, ça fait quand même quelque chose de dangereux. L'uranium, c'est 4,5 milliards. C'est à peu près l'âge de la planète. Donc on peut dire que par rapport au grand boom, quand la planète Terre s'est créée, il en reste la moitié. Mais c'est moins. Je ne dirais pas que c'est gentil, hein. On n'en prend pas dans son petit café le matin. Mais voilà. Donc il y a la radioactivité, les déchets, ils sont dangereux parce que ils peuvent, s'ils sont mal surveillés, par exemple dans les piscines, les déchets sont maintenus dans les piscines de désactivation, on dit aussi de refroidissement, pour les maintenir à une température en dessous de 35 degrés. Pendant, dans les centrales, c'est 2 ou 3 ans, ça dépend si c'est de l'uranium ou du plutonium, avant de les envoyer se faire démonter à La Hague. Si on ne respecte pas cette température, eh bien la réaction de fusion peut redémarrer. Alors c'est pas une explosion, hein, c'est pas Tchernobyl, c'est pas Fukushima, mais c'est quand même pas sympathique. Le danger, il vient aussi que dans ces piscines où sont stockés les appareils, les assemblages de combustible, ne sont pas protégés. Le bâtiment réacteur, il est protégé pour supporter un avion militaire. S'il reçoit sur lui un avion de ligne, comme on a vu dans les tours jumelles aux États-Unis, le bâtiment réacteur, même avec sa double enceinte, même avec des murs de 1 mètre d'épaisseur, ça ne le fera pas. Voilà. Mais le bâtiment réacteur, il est accolé à côté, parce que quand on sort les éléments du réacteur, il faut les moins longtemps possible les laisser en contact avec les opérateurs. Donc on bascule les éléments qui font 4 mètres de haut, ça passe dans un tunnel, et après ça va dans la piscine. Mais les murs de la piscine, bon, je ne sais pas l'épaisseur exacte, quelqu'un avec un lance-roquette pourrait très bien crever la piscine. À ce moment-là, elle se vide, et il y a un début de réaction. Bon, je ne veux pas vous faire peur, hein. De toute façon, il y en a assez à la télé pour avoir peur, mais il faut quand même savoir ça, pour savoir comment on se positionne, hein, si on est pour ou si on est contre. Ceci dit, ça nous a donné de l'électricité depuis la grande crise du pétrole, une électricité relativement bon marché. On verra que c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Il me dira combien je dois pour le boulot, hein, parce que
c'est stressant quand même, et puis c'est fatigant. Hein. Elle pourrait avoir l'arthrose du pouce. À un moment donné, vous allez voir tout défiler, j'aurai une crampe. Alors, on parle pollution, déchets et rejets. Bon, j'en ai un petit peu parlé. Vous avez là 3 centres d'enfouissement. Qui sont enfouissement, c'est pas le terme exact, parce qu'ils sont à ciel ouvert. Ce sont des centres de stockage dans l'Aube. Il y a le CIRES, il y a le CSA. Je ne vous dirai pas la signification des sigles. Ce qui est important, c'est la bonbonne à côté, là. Là-dedans, il y a les éléments les plus radioactifs, les plus méchants, qui sont vitrifiés. C'est-à-dire ce qui reste des crayons de combustible. Un crayon de combustible, c'est un tuyau, à peu près comme le pouce, creux, dans lequel sont empilées des pastilles d'uranium. Et c'est dans cet ensemble-là qu'il y a la fusion, la fusion nucléaire. Les pastilles ne fondent pas. Ce n'est pas une fusion comme on fondrait du métal. Simplement, c'est la désintégration des atomes qui produit la chaleur. Donc ce sont les éléments qui sont les plus radioactifs. Quand on les démonte, les pastilles et les enveloppes sont fondues, liquéfiées, vitrifiées et mis dans ces bonbonnes-là. Et c'est ces bonbonnes-là qui vont être enfouies à Bure, au CIGEO, au souterrain, à 500 mètres sous terre. Qui voudrait. Alors je ne sais pas si j'en parle après. Si, j'en parle à ce moment-là. Le déchet, c'est vraiment un gros problème. Parce que ce n'est pas inoffensif. Ce n'est pas comme du fer à béton ou un bâtiment qu'on détruit. Ce n'est pas ce qu'on est en train de récupérer là en Syrie, en Turquie, complètement démonté. C'est plein de radioactivité. Alors, il y a de la faible activité. Par exemple, quand les opérateurs travaillent dans l'enceinte du réacteur, ils utilisent de l'outillage, ils ont des combinaisons, ils ont des masques. Tout ça, ça fait partie des déchets à faible radioactivité. Ils sont mis dans des fûts en béton, c'est ce qu'on voit sur l'une des photos. Des fûts en métal. Quand c'est de la moyenne activité, c'est coulé dans du béton. Voilà. Sauf que, par exemple, autour de l'Aube, dans le département de l'Aube, on constate une proportion de leucémie plus importante qu'ailleurs. Mais ce n'est pas le nucléaire. Quand on vous parle de ça, les gens vous disent, les professionnels vous disent « Ah mais les causes sont multiples ». Vous accusez toujours le nucléaire, mais les causes sont multiples. Mais ce serait bien quand même de savoir, de faire des recherches importantes. Voilà. Donc il y a faible activité, moyenne activité, très faible activité, moyenne activité, haute activité. Haute activité, je vous dis, c'est tout ce qui était dans le cœur du réacteur, hein, qu'on va broyer, et tout ça bien sûr en grande protection pour les opérateurs, et puis liquéfié, voilà. Alors non seulement c'est dans ces bidons, mais ça sera ensuite dans un cylindre en béton. Alors là où il y a polémique, c'est parce qu'on va enfouir ça dans le centre de CIGEO à moins 500 mètres sous terre. Eh oui, sauf que, comme ce sont des éléments qui ont une durée de vie invraisemblable à notre échelle, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a eu une vidéo qui est passée il n'y a pas longtemps, avec un gars qui s'est interrogé sur la qualité de la pierre exceptionnelle, paraît-il, et il a pris avec une pince Becquerel, il a fait brûler cette pierre sur son gaz, donc la température n'est pas si chaude que ça, et la pierre se délite, c'est-à-dire qu'elle part en morceaux, ça éclate de partout. Or, dans ce centre d'enfouissement de CIGEO, on peut faire beaucoup de choses
avec de la vidéo, hein, vous savez, c'est pas... Mais bien entendu, monsieur. C'est pas un problème, hein, c'est pas parce que c'est sur les réseaux sociaux que c'est la vérité. Monsieur vient peut-être du nucléaire. Absolument. Voilà. Absolument. Bien entendu, Je suis monsieur. venu pour ça, pour voir ce que vous avez proposé. Bien sûr. Et vous savez la jamais... proportion qu'il y a dans les tubes, là. Comment? Vous savez la proportion de pastilles encore actives dans les tubes? Je ne peux pas vous le dire, parce que c'est fondu. Oui, c'est très très faible. C'est très faible. Oui, c'est très, alors, très dangereux. J'en profite pour dire, ne jamais croire ce que vous entendez. Doublez toujours vos informations. Je suis là ce soir et monsieur fait bien de me critiquer. Il ne faut pas me croire, mais il faut croiser les informations. Il faut aller voir à droite et à gauche. Et puis faire marcher son esprit critique. Voilà. Ça, c'est quelque chose à savoir en toutes circonstances. Oui, je parlais des déchets bitumeux parce qu'ils sont inflammables. Et que s'il y a un incendie là-bas, le site est irréversible. On ne peut pas retirer les éléments. D'autre part, vous avez peut-être vu qu'à Bure, il y avait un problème avec la forêt, le Juc ou le Duc, un nom comme ça, qui était occupé et qui voulait raser, le bois le Juc, oui, parce que ils vont faire là des puits d'aération. Parce que, même bien confiné, il y a un possible dégagement d'hydrogène. Et vu la dangerosité de l'hydrogène, il vaut mieux le laisser échapper que de le laisser se diffuser dans le centre souterrain. Voilà. Donc, risque d'incendie, irréversible. S'il y a un problème, on ne peut pas y aller. Alors, mais qu'est-ce qu'on... Alors, est-ce qu'ailleurs, ils ont fait quelque chose? Ben, en Allemagne, à Haas, ils ont mis ça dans une ancienne mine de sel. Moi, j'avais toujours considéré que les Allemands étaient intelligents. Pas plus que nous, mais quand même. Et que de mettre ça dans une usine de sel, avec le sel qui ronge, l'humidité qui suinte, les bidons métalliques, ils n'allaient pas résister longtemps. Donc ça, nul. Aux États-Unis, il y a le centre WIP, W-I-P, vous irez voir ce que signifie l'acronyme, qui a eu à 2 reprises, une fois un incendie, une fois une explosion. Donc, vous voyez. Alors, il y en a un qui pourrait éventuellement fonctionner, le site souterrain, c'est celui d'Ongalo, en Finlande. Lui, il n'est pas dans le même terrain qu'en France, il est dans le granit. Mais il faut voir à l'usage. Et nous, on ne le verra pas, de toute façon. Ce seront nos descendants qui verront si c'était une bonne idée ou pas. Nous, ce qu'on propose, c'est un enfouissement en subsurface. C'est-à-dire moins 50, moins 100 mètres, accessible. À partir du moment où les assemblages sont suffisamment froids, on les met dans des enceintes en béton ventilées, une ouverture en bas, une ouverture en haut, de manière à ce que le refroidissement continue, et puis enterré, on peut dire, en subsurface, mais récupérable. C'est-à-dire que le jour où il y a un problème, on peut les récupérer et on peut retraiter. Bon, c'est un débat, hein. On peut être pour, on peut être contre. En fait, j'ai une question à vous poser, parce que vous parlez de risque d'incendie, mais qu'est-ce qui pourrait provoquer l'incendie? Dans les forêts? Non, on parle du site. Oui, du site. C'est quand même tout Eh bien, bétonné, c'est à moins 500 mètres. Oui, mais il y a des ventilateurs, il y a de l'électricité. Un court-circuit est toujours possible. Il y a une température qui augmente, il y a un, comment dire, un début d'initiation, d'ignition, qui peut... S'ils en parlent, c'est que c'est possible. Hein, c'est que c'est possible. Alors évidemment, ce n'est pas eux qui en ont parlé, ce n'est pas les lobbies du nucléaire qui en ont parlé d'abord, ce sont les opposants, ce sont les critiquards, les éco-terroristes, hein, pour les choses par leur nom. Mais ils n'ont pas nié, ils n'ont pas réussi à démentir ce que nous disions. Donc c'est possible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il n'y a aucun système
aucun système de protection contre l'incendie, c'est ça que vous dites. Ça peut se provoquer une étincelle électrique, pof, et il n'y a rien il n'y a pas d'asperceur, il n'y a pas de choses comme ça. Je sais pas. Je suis pas sûr. Que si le problème est connu, il y a sans doute quand même des protections. Ça ne veut pas dire que c'est du 100%. Vous savez, le site de CIGEO, c'est la poussière sous le tapis. C'est la poussière sous le tapis. On ferme, on l'alimente pendant un siècle, et puis après on ferme. Et puis, ben, adieu Berthe, hein, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui auront à gérer le problème. Alors, pourquoi en sous-surface c'est plus sympathique? Enfin, c'est plus sympathique, c'est plus raisonnable. C'est plus raisonnable parce que la science peut évoluer. Ça fait 50 ans qu'on nous dit qu'on va réussir à faire baisser la radioactivité avec du laser, avec un tas de techniques, mais on n'y est pas encore. Par contre, CIGEO, une fois que c'est fermé, c'est fermé. Si on met les déchets en sous-surface avec une surveillance, ça les gêne. Ça les gêne parce qu'une surveillance, ça veut dire que pendant des centaines d'années, il y a du personnel qui va travailler là, pas à perte, il sera payé le personnel, mais pour quelque chose qui ne va plus rapporter d'argent. Mais si on peut récupérer d'ici, je ne sais pas, 50, 100 ans, parce qu'on aura trouvé, les ingénieurs, qui ne sont pas des imbéciles, auront trouvé un moyen de faire baisser cette radioactivité, on peut le faire. CIGEO, on ne peut pas. Voilà. Alors, on passe à la suite. Efficacité, écoute. Voilà. Je vous laisse un peu regarder, parce que si vous regardez que je parle en même temps. J'ai d'abord abordé l'efficacité. Finalement, ça, je vais l'éteindre pendant ce temps-là, parce que... Bon, il veut pas. Il n'y a rien qui marche ce soir. Efficacité. Ben, efficacité, je vais commencer par parler de l'EPR. L'EPR de Flamanville, qui a été démarré en 2006 pour une livraison en 2013. Vous savez, Fessenheim, qui a été démantelé, il a mis 10 ans aussi à être mis au point. Donc 10 ans de retard, c'est pas non plus la mer à boire. Mais là, 2006, on est en 2023, ça fait quand même plus. Ça fait quand même plus, quoi. Beaucoup plus. Pourquoi déjà on a fermé Fessenheim? Ça, il faut le dire. Fessenheim avait deux... D'abord, c'était la plus vieille centrale. Et puis, il y avait deux défauts à Fessenheim. C'était qu'elle était bâtie en dessous du niveau du Rhin. Et que si les berges, le barrage cédait, on avait un risque comme au Blayais en 1999 avec la planète, avec la tempête du siècle. Pardon. Il y avait un deuxième défaut, c'est que à Tchernobyl, le radier, c'est-à-dire le béton qui est sous le réacteur, on s'est aperçu qu'il avait été percé. Donc, après Tchernobyl, on a dit qu'il faut augmenter sur les nouveaux réacteurs. Bon, Fessenheim était construit. Allez, comment dire, augmenter l'épaisseur de la dalle sous un réacteur qui est en fonctionnement, c'est pas extraordinaire, c'est pas facile. Donc, le radier, je ne sais plus quelle épaisseur il avait, mais c'était le plus petit radier des réacteurs de France. Et s'il y avait une fusion, non seulement ça traversait le radier, mais ça atteignait aussi la grande nappe d'eau potable qui se trouve en dessous, dans la région. Donc pour ces deux raisons, trois raisons, vétusté, radier insuffisamment sécure, risque d'inondation. S'il y avait, il faut savoir que cette région aussi, là, est sismique. Bon, on n'est pas en Turquie, on n'est pas en Syrie, mais c'est quand même une zone sismique. Pour casser les berges du canal, c'était possible. Voilà. Donc l'efficacité, ben, vous savez que... Alors,
il se gosse, il se moque des éco-terroristes, les nucléocrates, parce que, avec nos éoliennes et notre solaire, nous avons des énergies intermittentes, c'est-à-dire qui ne fonctionnent pas tout le temps. Que dire d'un réacteur qui, parce qu'il a un problème de soudure corrodée, ou de dysfonctionnement, ou parce qu'il y a la sécheresse, une température élevée, et qu'on n'a plus d'eau pour le refroidir, comme cet été dans certaines centrales, il s'arrête. Alors on se gosse aussi parce qu'une éolienne, ça ne produit pas beaucoup d'électricité par rapport à une centrale. Mais quand une centrale s'arrête, ça fait mal. Hein, c'est 900 mégawatts, c'est-à-dire 900 000 kWh. Les plus grosses, comme à Belleville, 1300, 1 milliard, oui, 1 million 300 000 kWh, eh ben, c'est une perte quand même. C'est une perte qui a été évaluée à 27 000 € par heure pour un réacteur de 900 MW. Je pense que 1300, ça devrait être plus élevé. Pourquoi l'EPR ne fonctionne pas bien non plus? On le sait parce qu'il y en a qui ont été construits en Chine. C'est curieux parce qu'on est les meilleurs, mais on a commencé l'EPR de Finlande avant le nôtre, et avant que le nôtre soit fini, il y en a qui ont été terminés en Chine. Peut-être pour voir comment ça fonctionne. Et ça ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas bien parce que plus c'est gros, plus c'est difficile à maîtriser. Et le gros problème des grosses cuves, c'est qu'il y a un point chaud. Dans la cuve, la répartition de la chaleur doit être homogène. Même température partout. Or, sur les 1300, 1450 comme à Civaux, ça engendre, cette mauvaise répartition de la chaleur engendre des vibrations sur les assemblages de crayons. Et un crayon, c'est 0,6 mm d'épaisseur. Et donc, ça se fissure. Et il y a de la radioactivité qui se répand dans l'eau du réacteur. Voilà. Donc finalement, ceux qui fonctionnent le mieux, ce sont ceux de 900. Voilà. Comme quoi, quand c'est petit, c'est mignon, si je puis dire. Le moins mal. C'est en moins mal. Non mais j'aime bien aussi les jeux de mots, mettre un peu d'humour. Voilà. Qu'est-ce qu'on parle là comme coup? Le grand carénage. Alors le grand carénage, ça consiste en quoi? Eh bien, à Belleville, déjà, le grand carénage, ça consiste à mettre sur les parois intérieures. Belleville, c'est un réacteur à double enceinte. À double enceinte, avec entre les deux 1,80 m de largeur. On peut passer, mais quand les gens doivent y travailler avec les échafaudages, c'est pas drôle. Et ce béton, il a été fait avec du gravier de Loire. Donc une granulométrie assez grosse qui fait qu'il n'est pas totalement étanche. Alors qu'est-ce qu'on fait? Régulièrement, on met une résine époxy de qualité supérieure, bien entendu, pour étanchéifier. Donc le grand carénage, déjà, c'est ça. Et puis on remplace des éléments de l'enceinte du réacteur qu'on peut changer. Par exemple, le générateur de vapeur. Le générateur de vapeur, c'est là où on échange l'eau du réacteur à 155 bars et 250 degrés avec de l'eau qu'on transforme en vapeur, et c'est cette eau du générateur qui va faire tourner les turbines. Ça, on peut le changer. On peut refaire les soudures sur les tuyauteries. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a un gros problème. Alors, ce n'est pas des tuyauteries qui fonctionnent en ce moment. Ce sont des tuyauteries de sécurité, des RIS, c'est-à-dire des tuyauteries qui doivent servir si le réacteur entre en fusion, pour le refroidir. Mais comme c'est un système de sécurité, il faut quand même mieux qu'il soit sûr.
j'ouvre une parenthèse, entre sûreté et sécurité. Parce que beaucoup de monde le confond, y compris les journalistes, et même des spécialistes. La sûreté, c'est le bon fonctionnement de la centrale. C'est-à-dire faire en sorte qu'elle ne tombe pas en panne, qu'elle ne se dérègle pas, qu'elle n'entre pas en fusion, qu'il n'y ait pas d'erreur humaine. Ça concerne l'intérieur du site. La sécurité, c'est ce qui protège la centrale des éléments extérieurs. Un éco-terroriste, par exemple, il viendrait, comme Greenpeace, s'introduire, etc., être méchant, voilà. Ça, c'est la sécurité. Donc, sûreté à l'intérieur, sécurité à l'extérieur. Je passe un peu du coq à l'âne, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le coût du grand carénage, ben, vous avez les chiffres. Et puis, on ne parle pas du démantèlement. Là, on ne sait pas. On ne sait pas. Ces chiffres sont tellement énormes que personne, aucune assurance n'assure contre l'accident nucléaire. C'est l'État. D'abord, il y a le producteur, EDF, qui va mettre de sa poche, mais il n'est pas sur tancement, il n'est pas très solvable. Et puis après, c'est l'État. Et vous savez qui c'est l'État? Vous ne savez pas? Ben, c'est nous. Voilà. C'est mieux, on ne va pas payer les entreprises capitalistes à assurer des risques qu'on ne peut pas contrôler. Bien sûr, oui, oui. C'est normal que ce soit l'État. Bien sûr, mais oui. Vous parlez d'assureurs. Oui, mais ça veut dire quand même que c'est des choses qu'on ne nous explique pas. Dans le milieu nucléaire, on ne vous explique pas ça. On ne vous le dit pas, ça. Il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Vous comprenez? Moi, j'ai fait partie quelques années de l'ACLI, c'est-à-dire la Commission locale d'information. Il y en a pour chaque entreprise dangereuse, représentant un danger. Les sites Céveso, tout ça, il y a des CLI. Voilà. J'ai fait partie, alors, c'est une réunion à Belleville, on est une 60aine de personnes. Il y a évidemment les élus locaux, les élus territoriaux, il y a les employés. Souvent, c'est géré. Le patron de la CLI, dans un département où il y a une centrale, c'est le président du conseil général. Mais souvent, il délègue au maire de la commune sur laquelle est implantée la centrale. À Belleville, c'était, j'ai oublié son nom, de toute façon, c'était le maire. Voilà. Bon, ben, c'était une mauvaise expérience. Parce que j'envoyais des courriers, moi, recommandés, pour savoir des choses qui me paraissaient importantes. On me répondait. Mais je n'avais pas le droit de communiquer ce qu'on me disait. Vincent Frégé. Non, non, c'était l'autre avant, le maire. C'est pas le maire actuel, c'est pas plus lui, maintenant c'est Bigot. C'est l'autre, peu importe. On n'avait pas le droit, j'avais pas le droit de... Voilà. Alors j'ai obtenu une fois de... Qui est-ce qui vous disait que vous n'aviez pas le droit? C'est le directeur. Le directeur de la centrale. Voilà. C'était indiqué sur le courrier. Top confidentiel. Alors que bon, par exemple, il y a une fois, j'ai fait un courrier parce qu'il y avait des personnes qui étaient irradiées, et je savais qu'il y avait eu un accident avant, je voulais savoir s'il y avait un lien. Bon là, j'ai même pas eu de réponse. C'était silence. Voilà. Donc, il y a quand même une certaine omerta, si vous voulez. Si bien qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Il y en a qui m'ont remplacé, mais c'est la même chose. Voilà. Bon, je pense qu'on peut passer à autre chose. Ouais, j'aurais voulu... Oui, allez-y. J'ai pas une bonne vision. Oui. Vous pouvez voir votre diagramme, là, voilà, avec bon, le PR de Flamanville. Oui. Bon, on n'en parle pas, il ne fonctionne pas. Hein, oui, oui. De toute façon, comment je dirais, le diagramme,
Je suis là pour vous piquer un petit peu, monsieur. Mais j'adore. Hein, et le J'adore. diagramme est déjà J'aime pas faussé. les gens qui s'endorment. C'est déjà faussé à gauche. Hein. Bon, c'est pas ça. C'est-à-dire Manque de champ. Ben, où il y a un coût, bon, on ne sait pas combien ça. Et il rapporte zéro, vous êtes d'accord avec quoi, hein, puisqu'il ne fonctionne pas. Alors je regarde la source. C'est vrai que c'est d'un grand éco-terroriste, Greenpeace et Institut Rousseau. Non mais attendez, Non, mais je parle de la source, c'est pas moi qui- La source. C'est pas moi qui ai inventé ça. J'ai rien. C'est mon choix. Bon, et alors, est-ce que j'arrive pas à voir ce qu'il y a de marqué dans le carré bleu, dans le carré. 58 € le mégawattheure. D'accord. Ici 51. Et là 164. Alors- Et pour une centrale standard, Déjà. Alors ça, quand je sais pas, je sais pas. Hein. Non mais c'est une simple remarque. Hein. Oui, oui, oui. Vous savez, pour vous piquer un petit peu. Oui. Et d'un autre côté, J'entends bien. la centrale. Ça ne me déplaît pas. La centrale solaire et l'éolien terrestre. Oui. Quand on a tout compté là aussi, le cuivre, tout ce qu'on a été chercher en Afrique et ainsi de suite, les panneaux solaires qui viennent de Chine, les métaux rares et ainsi de suite. Alors, on a tout compris. Ensuite, vous savez, Je réponds. d'après vous, une éolienne, combien il faut d'éoliennes pour qu'une fonctionne? Et moi, je vais vous retourner la question. Il faut 3 éoliennes pour avoir une éolienne qui fonctionne. Il y en a une qui est à l'arrêt, il y en a Oui. une qui fonctionne. Et vous savez pourquoi ils sont à l'arrêt? Oui, et il n'y a pas de vent. Bah, ça, c'est Ah non, personne. non, non, parce qu'il y a des fois du vent, il y a Ou le trop de tourne vent, pas. ou trop de vent. Et on nous dit il est en panne. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Et je le tiens d'une réunion justement de la CLI où j'ai posé la question. C'est parce que une éolienne, on l'arrête et on la démarre comme on veut. Oui. Un réacteur nucléaire, on peut pas. Non, mais C'est un poids lourd. Oui, mais vous avez raison. Hein. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand on va faire ce calcul-là, c'est un calcul coût de fonctionnement, de Bien mise en entendu. place. Et après, si j'ai 30 éoliennes, en fait, il y en a 10 qui fonctionnent. bien entendu. C'est ça le problème. Hein. Donc, quand je vais calculer mon coût de kilowatt, il faut intégrer ce genre de choses. Absolument. Sauf que dans l'étude des 11 centimes, Au qu'il y a la nuit pour le soleil. alors, là, oui, c'est vrai que c'est intermittent. Oui, non, Un réacteur qui est en panne, moi je dis il est défaillant. Oui, Bon, ceci dit, nous sommes interconnectés, puisque quand l'hiver froid, très froid, où la France n'a pas assez oui. d'électricité, elle en achète à son voisin. Et Donc heureusement, tout, il y a le charbon. en Europe, tout est interconnecté. Donc quand des éoliennes ne fonctionnent pas, c'est rare quand même qu'il n'y ait pas de vent nulle part. oui, oui, Vous comprenez? Vous avez raison. Voilà. si on parle des chiffres, excusez-moi, hein, Oui. si je me rappelle bien, là, on a 51 € le mégawattheure pour la centrale solaire, Oui. 58 € pour l'éolien. Oui. Et si je me rappelle bien, le problème qu'a EDF en ce moment, c'est que si on ne parle pas de l'EPR de Flamanville, en fait, il est obligé de vendre le mégawattheure à 41 €, ou 42, ou je ne sais pas quoi, c'est cet ordre-là. Oui. Donc, même s'ils ne gagnent pas d'argent, parce que c'est ça leur problème, j'imagine pas qu'on puisse demander à EDF de vendre le mégawattheure moins cher que son coût de production. Ah, c'est ce qui se passe. Ah, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Là aussi, c'est une anomalie. Bah oui. C'est une anomalie. J'en suis sûr et certain, c'est un problème de l'Europe. Hein, et c'est un problème des Allemands hein, qui nous oblige tout simplement à vendre notre électricité en dessous du coût. C'est tout. Non, je sais pas. Ah ben, Enfin, j'en suis excusez-moi, sûr et parce que certain. le problème de l'Europe, enfin, d'après ce que j'ai lu, le problème de l'Europe, c'est que l'évaluation du coût de production de l'électricité est basée sur la centrale la plus coûteuse en Europe, quelle que soit sa technologie. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, enfin, c'est beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Messieurs, s'il vous plaît, Enfin, bon, enfin, on va j'ai le respect de vous écouter, Ouais. d'entendre vos arguments. Je les accepte. Si vous le souhaitez, vous organisez une conférence de ce type, et puis on y va. Mais là, aujourd'hui,
j'ai la prétention de faire le job. D'accord. Merci. Ou alors vous me dites carrément, nous sommes venus pour faire de l'obstruction. Ce que je peux comprendre aussi. C'est pas ça, monsieur. D'accord. C'est pas ça, monsieur. Ok. C'est juste que personnellement, moi, je suis pas. Ce qui m'embête, c'est que c'est un chiffre qui soit associé à l'EPR de Flamanville, alors que l'EPR de Flamanville, c'est pas le coût significatif de la production d'électricité en France. Puisqu'il y a je sais pas combien. C'est notre avenir. C'est notre avenir. Et il est pipé. Alors justement, on va passer à l'avenir du nucléaire. L'avenir du nucléaire, bon ça c'est un dessin du canard enchaîné. Le World Nuclear Industry Statutes Report, le rapport, voilà, excusez mon anglais, c'est un organisme international indépendant qui dit que le nucléaire décline depuis 25 ans. C'est-à-dire en gros, depuis que les derniers réacteurs ont été construits. Puisqu'on n'en a pratiquement pas construit depuis. Les États-Unis n'en ont même pas construit depuis Three Mile Island en 1976. La part d'électricité nucléaire est passée de 17,5% en 1996 à 9,8% en 2021. Mondialement. Hein. Parce qu'en France, ça reste élevé. Pendant un temps, c'était 76-77%. Voilà, on est cette année à 69. La progression de l'éolien et du solaire atteint 10% des énergies. Le coût du kilowattheure éolien a baissé de 72% en 12 ans, le solaire de 90%. Seules la Russie et la Chine s'engagent sur le nucléaire. Rosatom, le constructeur russe, fait un tabac. Avec clé en main, c'est-à-dire qu'il fait tout. Il récupère même les déchets, simplement on le paye, hein, mais il se charge de tout. En Chine, l'an dernier, 3 réacteurs ont été construits, bien que les Chinois investissent davantage dans les énergies renouvelables que dans le nucléaire. L'an dernier, 7 réacteurs étaient en chantier dans le monde, pendant que 5 étaient arrêtés. Des pays se désengagent du nucléaire au profit des renouvelables. L'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse ou encore la Suède. En France, même si le président engage la construction de 6 ou plus de PR2, le PR2 d'ailleurs on ne sait pas trop, mais on essaye de savoir par rapport à l'EPR1 s'il est meilleur ou pas. On n'a pas d'information. Donc le président de l'ASN, le gendarme nucléaire, doute des possibilités de relever le challenge d'ici 10 ans. Ce qui fait encore appel à la résolution du climat. Dans 10 ans, si effectivement ils sont construits en 10 ans, d'ici là, la température va encore monter. Donc vous voyez, on peut douter, hein, mais bon. C'est pour ça que on essaie de prolonger les réacteurs, les vieux réacteurs de 60 à 60 ans, alors qu'au départ ils étaient prévus pour 40. Le texte initial c'était même 30. Bon. On s'est aperçu qu'ils étaient meilleurs qu'on ne pensait, donc on a dit ils sont bons pour 40 ans. Mais là on les pousse à 60 et aux États-Unis ils vont jusqu'à 80. Croisons les doigts. En attendant, les 2 réacteurs de Belleville sont arrêtés pour 2 mois, l'un après l'autre, pour maintenance et pour réparer la corrosion sur les tuyaux des circuits de refroidissement d'urgence. À ce sujet, j'ai, faut que je retrouve, c'est pas ceci, c'est là-haut, à la centrale de Civaux, il y a une tuyauterie qui avait une fissure circulaire de 6 mm 48 de profondeur. Ben, c'est pas possible ça. Bah si, les tuyaux ils font 20 cm d'épaisseur. Bon, 6,48 sur 20 cm, sauf qu'il y a de la pression dedans. Voilà. Voilà, donc, je ne dis pas que c'est pas assuré, le nucléaire. Peut-être que notre président a raison, mais personnellement, j'ai un doute. Et je ne suis pas le seul. Voilà. Donc, c'était pour répondre à la question, peut-on se passer du nucléaire? Pour l'instant, non. Ceux qui disent
parmi les antinucléaires, il y a des gens, il faut dire, il faut arrêter tout de suite. Ah non. Ah non, c'est pas possible. Mais on peut quand même penser à en sortir et puis à chercher ce qu'on peut faire à la place. Donc c'est de ce qu'on va parler maintenant. D'abord, situation de l'électricité en France au 31 décembre 2021. Parce que si on n'a pas besoin d'électricité, ou si on en a assez, c'est peut-être pas la peine de construire des trucs qui coûtent les yeux de la tête. Hein. Suivant. Ben oui, je disais ça, et puis des fois je voyais des visages féminins effarouchés, donc maintenant je soigne mon vocabulaire. Cette conférence, je l'ai faite, je crois que c'est la 6e ou 7e fois, je la révise à chaque fois. En 2016, j'avais ce graphique là en bâton, qui montrait, alors c'est pas de moi, hein, c'est de RTE, Réseau de transport d'électricité. Vous voyez que de 2001 à 2016, ça stagne. Évolution de la consommation brute. J'ai revu mes notes aujourd'hui et j'ai eu les chiffres jusqu'à 21. On repart de 2013 à 2021. Vous voyez qu'on est toujours sous 500. 500 TWh. Je rappelle les unités. Méga, M, donc milliers. Giga, million. Tera, milliard. 2 kWh. Ça fait quand même de 2001 à 2021, ça fait 20 ans, où on ne peut pas dire que... Hein, voilà. L'explication, vous l'aurez tout à l'heure. Hein, c'est pas un miracle, hein, c'est pas... voilà. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, alors là, c'est aussi... c'est les données RTE 2021. Ça, c'est la consommation électrique corrigée. Parce qu'entre brut et corrigé, il y a des pertes. Vous savez, quand on transporte l'énergie, il y a des pertes. Hein, bon, voilà. Bon, bah ça, c'est le Covid. Donc là, il y a peut-être une réflexion à avoir sur la sobriété énergétique. Est-ce que c'est dû à tous ceux qui ont fait du télétravail? Est-ce que moins de déplacements? Je ne sais pas. Bien que le déplacement, ce n'est pas forcément l'électricité. Pas encore. C'est surtout du fuel. Il faudra qu'on parle aussi des autres énergies. C'est l'électricité, mais il faudra qu'on parle aussi des autres énergies. Voilà. Donc, vous voyez la situation, ben, on ne peut pas dire qu'on manque de courant. J'avais écrit un article que personne n'a voulu publier sur le danger de ne plus avoir d'électricité. Alors ça, c'est à la fois pour nous dire, faites attention parce que vous êtes responsable. S'il y a des coupures, c'est parce que vous consommez trop. Et deuxième signe caché derrière ça, il faut qu'on construise des réacteurs nouveaux. Voilà les deux messages qu'il y avait derrière ça. Je vais dire maestro, mais non, pour une femme, qu'est-ce qu'on dit? Miss? Maestra. Voilà le mix de production électrique en 2021 en France. Alors évidemment, bon, le nucléaire, hein, en milliards de kilowattheures, c'est le gros morceau. On a l'hydraulique, l'éolien, le thermique, le solaire, le charbon, gaz et fioul. Alors, pourquoi on fait différence entre thermique, charbon, gaz et fioul? Parce que le thermique, ce sont les panneaux qu'on met sur les toits pour chauffer de l'eau. Voilà. C'est parce que, effectivement, charbon, gaz et fioul, ça donne des centrales thermiques. Ensuite, évolution comparée des énergies mondiales 2022. Vous voyez que là, le nucléaire, en bleu foncé, est beaucoup plus modeste. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut savoir qu'en France, avec nos 16 centrales et nos 56 réacteurs, puisqu'il en manque 2, nous sommes le pays le plus nucléarisé au monde, par million d'habitants. Plus nucléarisé
en termes d'énergie nucléaire civile que les États-Unis, que la Russie ou que le Japon, qui sont aussi des gros morceaux. Voilà. C'est beaucoup exporté? Ah, j'aurais pu mettre une carte de l'exportation. Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que je me dis, même quand il y a des grands froids, hein, on est obligé, on en reçoit de l'Allemagne. C'était d'ailleurs un peu cocasse, parce qu'on en recevait de l'Allemagne, hein, qui consommait du charbon. Tiens, il y a un graphique que je n'ai pas mis, j'aurais dû, parce que là aussi, il y a des fake news, comme quoi l'Allemagne dépense plus de charbon. Or, il y a une courbe qui montre que c'est le contraire. Elle continue d'en utiliser, mais elle n'en a pas utilisé plus. On verra ça en parlant du solaire et de l'éolien. Voilà. Un beurre, c'est un... voilà, c'est... vous chercherez. Hein, faut vous travailler aussi un petit peu. Ensuite, alors voici, je ne suis pas très bon en anglais, mais ça veut dire que le vent et le soleil ont fait plus que le gaz pour la première fois. Vous avez l'hydroélectricité nucléaire qui sont en baisse, le gaz un peu en hausse, bien que c'est toujours autour de 20, plus ou moins. Le charbon, là il y a eu une remontée, parce que ça c'est pour le monde entier, ça, hein, il me semble. Ouais. Union. Non? C'est l'Union européenne. Ah zut, je sais pas. Mais le euro. Je sais pas. Allez. C'est l'Union Oui. Très bien, merci. À chaque fois je fais le coup, tu sais pourquoi? C'est pour voir les gens qui suivent pas. Oui. Ça marche, hein. Bon. Voilà, c'est une donnée. C'est une donnée, j'allais dire, reconnue officiellement. Ensuite, produire de l'électricité autrement. Bon, on a parlé du nucléaire. Oui. Excusez-moi de vous couper. Non, non, je vous en prie. Petite question, Oui. juste une petite remarque. C'est forcément juste ce que vous précisez sur l'Union européenne, Oui, mais c'est toute petite partie du monde. Hein. Bien Si entendu. on regarde le monde, c'est pas du tout ce graphe-là. bien non. Vous êtes d'accord avec moi? C'est possible. Je dis ni oui ni non. Charbon, tout ça, ça explose totalement. C'est possible. Gaz aussi. C'est possible. Vous allez voir en Chine. C'est en possible, Inde, mais et bon. ainsi de suite. Bon. Comme nos grands nucléocrates vont sauver le climat, il va y avoir des centrales nucléaires partout dans le monde et ça va aller parfaitement. Je ne parle pas du nucléaire. Bien sûr qu'il y a des... Oui, produire l'électricité autrement, voilà. Alors l'énergie éolienne, qui est fort critiquée, et j'ai du mal à comprendre pourquoi. J'ai ma petite idée, mais bon, on va dire qu'elle est orientée, donc je vais la garder pour moi. Ensuite, voici les zones de vent homogènes. Ça, c'est un document de 2015, de RTE. Ça a pas, je ne pense pas que ça ait changé. Évidemment. Alors, la France a la chance, comme l'Espagne et le Royaume-Uni, d'avoir une longueur de côte très importante, ce qui permet de favoriser l'éolien. Voilà. Non seulement l'éolien terrestre, mais l'éolien en mer. Voilà. Quand je remonte dans le nord, puisque ma famille est dans le nord, il y a Montdidier. Et alors, c'est pas beau les éoliennes, c'est possible. Ou centrales non plus. Mais, comment? Il y a sûrement il y a les arguments des personnes. Vous ne connaissez pas les arguments des personnes? Si, bien sûr, madame. Oui. Bien sûr. Vous habitez à côté d'une éolienne? Non, mais Bien sûr. Mais je vais voir les éoliennes pour voir s'il y a une hécatombe d'oiseaux. Et je vais écouter aussi les éoliennes quand il n'y a pas de vent et quand il y a du vent. Ah bah oui. Je suis très critique à mon égard. Donc j'essaie de comprendre pourquoi. Bien sûr. Ensuite, Excusez-moi, j'ai une question Oui. à vous poser. Je voudrais savoir si c'est une fake news ou pas.
quelqu'un qui habite, pas là, dans le Loiret, à côté d'éoliennes, et qui m'a dit que, apparemment, pour rassurer les gens sur le fonctionnement des éoliennes, à un moment donné, ils consommaient de l'électricité à faire tourner les éoliennes, Ouais. même quand il n'y avait pas de vent, juste pour... Vous croyez que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. D'accord. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que à Saint-Georges-sur-Arnaud, il y a, je crois que c'est 15 éoliennes, il y en a 4 qui rapportent à la commune des subsides importants pour alimenter. Et le maire de Saint-Georges-sur-Arnaud n'a pas vu sa population baisser. Au contraire. C'est tout, ce sont des faits, ça. Ce sont des faits, c'est incontestable. Comment? À Belleville aussi, hein, le budget de la commune de la Belleville. flambée. Attendez. Moi, en 80 ou en 78, je travaillais dans ce coin-là. Pour avoir une gomme, le gars il était obligé d'écrire pratiquement. Maintenant, l'argent, il ne savent plus quoi en faire. Mais on le sait bien. Mais c'est simplement pour Oui, oui. les choses. Mais ça achète le silence. Mais non. Mais si. Mais si. Oui, Ensuite. si vous voulez. Ben oui. Ben oui. Non, mais c'est vrai, le nucléaire arrose. Enfin, je veux dire, c'est une réalité. Bah, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est sûr. Ils arrosent. Alors là, vous avez la région centre avec les zones d'implantation possibles. Et vous voyez qu'il y a des grands vides. Alors c'est compliqué d'implanter une éolienne parce que il y a les militaires, les opérateurs radio qui ne veulent pas qu'une éolienne soit sur le parcours de certaines ondes parce que ça les perturbe. Il y a ça. Comment? C'est bien. Oui, ben, bien sûr. Il y a toujours des contraintes. Moi, voilà, on a tous des contraintes, c'est normal. Et les stations météo aussi. Aussi, oui, oui. Ensuite. Alors, ça c'est intéressant, ça c'était pour amuser un peu vous amuser, mais ce qui est intéressant, c'est ça. L'évolution de la puissance installée de 2001 à 2021, 2001 à 2021, c'est intéressant parce que pour savoir si on progresse ou pas. Hein? Là aussi, c'est un document j'espère qu'il est noté quelque part, c'est de RTE de toute façon, c'est le panorama des renouvelables de RTE, c'est un bouquin de 60 pages, où vous avez des textes et puis des graphiques comme ça. Donc voilà la puissance, vous voyez en 2001, bon, il n'y avait quasiment rien, et puis là on arrive quand même à, alors 18, c'est 18 gigas, c'est-à-dire 18 millions de kilowatts installés, là c'est une question, c'est une puissance, c'est des mégawatts, mais là si on met la virgule, on a 18. Et j'ai mis en dessous les puissances installées de nos voisins, l'Allemagne, 60,8 gigawatts, le Royaume-Uni, 23,9, l'Espagne. Je vous l'ai dit, ce sont des pays qui sont favorisés par la longueur de leur côte à pouvoir profiter du vent, à la fois en bordure de mer sur les terres et aussi en offshore. La plus grande centrale offshore, elle est américaine, du côté du nord-est de la Grande-Bretagne. Mais je n'ai pas les chiffres. Ensuite, vous ne serez pas payé. Hein. L'énergie solaire. Alors ça, j'ai trouvé... en plus, ça vient d'Engie. Hein, ça vient d'Engie, c'est pas un éco-terroriste, c'est pas Greenpeace, c'est pas un farfelu. Le soleil produit en 1 heure l'énergie que l'humanité consomme en 1 an. Là, j'ouvre une parenthèse que je n'avais pas pensé de parler, parce qu'il y a un projet aussi qui coûte les yeux de la tête, ou la peau des fesses, comme vous voudrez. C'est le projet ITER. Il consiste à reproduire sur Terre la fission solaire. La fusion. La fusion. Tout à l'heure, oui, j'ai parlé de fusion, c'est une erreur. Dans les centrales, c'est une fission. Dans le solaire, c'est Merci de... Là, c'était pas pour savoir si vous dormez ou pas. Je n'ai pas fait exprès. C'est quand même génial, quoi. Et si on y réfléchit, tout dépend de ça. On va parler de la biomasse, peut-être. Biomasse solide,
les copeaux de bois, les plaquettes de bois. Ce qui pousse dans votre jardin, c'est ça. Mais le pétrole, le gaz, le charbon, c'est aussi le soleil qui, pendant des millénaires, a fait croître toute cette végétation qui se sont transformées au fil des années. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est... Voilà, j'aime bien parce que mon fils est là. Voilà, voilà, bon, c'est tout. Comme quoi, on peut, avec du solaire, monter une entreprise avec des copains. C'est pas facile, il faut ramer. Au début, on met de sa poche, on met de son temps, mais on peut créer une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui s'est transformée par la suite en SAS. Et dans le sud de la France, à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, eh bien, il s'occupe, voilà. Et pendant un temps, il n'était pas payé. Il s'était fait licencier de chez Alstom avec un accord salarial, donc il avait un peu d'argent de côté. Et là, depuis un mois, il est payé comme directeur de l'entreprise. Comme quoi, l'électricité solaire, l'éolien c'est plus compliqué, parce que c'est beaucoup plus cher. Eh bien, on peut se débrouiller et on peut rapprocher le producteur du citoyen. Et sous réserve de subvention. Comment? Sous réserve de subvention. Il est subventionné. Il en a eu, oui, au début par le département. Oui, oui, oui. Mais il fallait vendre la marchandise, quoi. Puis quand vous partez de rien, il faut être convaincant. Ensuite, il y a une question, oui. Oui, pourquoi ils sont devenus une SAS? Quel intérêt? Alors là, vous me posez une colle. Vous me posez une colle, je ne sais pas. C'est un intérêt fiscal. Il y a une déduction de charge qui est possible. Sûrement, ça doit être ça. Je ne sais pas. Bon, on va arrêter de parler de la famille, on passe. Alors, comme il y avait la carte des vents tout à l'heure, il y a la carte de l'ensoleillement en France. Bah, évidemment, du côté de la Côte d'Azur, tout ça, c'est super génial. Dans le Nord, il pleut. Oui, mais bon, je ne sais pas si vous connaissez Willy Beto, c'est un gars qui est à Mériès-Bois, un ancien forestier. Il a des panneaux solaires sur son hangar et pratiquement il est autonome. Hors chauffage, bien entendu, parce que se chauffer à l'électricité, c'est une hérésie. Un jour, ça a été décidé qu'on mettait du chauffage électrique dans des pavillons mal isolés, parce qu'on était en surproduction. Voilà. Et tout le monde était content. Parce que le promoteur, plutôt que de tirer les tuyaux compliqués, etc., tirer un câble électrique et puis monter des convecteurs, c'était beaucoup plus facile. Le pompe à chaleur, c'est pas pertinent. Aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, bien sûr. Voilà, oui, mais c'était pas développé comme aujourd'hui. Et pas vendu comme aujourd'hui. Voilà. Bon. Ensuite, alors on va voir la carte. Alors, ça c'est intéressant aussi. Cette date-là. Si vous allez dans les Pyrénées-Orientales, à Montlouis, il faut visiter cette centrale. Comment? C'est dans Cher, Montlouis. Non, mais ça c'est le Montlouis des Pyrénées-Orientales. Il faut y aller parce que quand ils vous prennent une plaque de schiste comme ça et qu'ils mettent au foyer, ça fond. Fondre du schiste. Bon, c'est extraordinaire. Et puis en 1983, paf, non, votre projet il est nul. 83, c'était les années où pratiquement tous les réacteurs, les centrales conçues par, voulues par Mesmer, étaient construites. Et on était déjà dans un début de surproduction. Donc on ne va pas s'enquiquiner avec des amusements de gamins. Sauf que au Maroc, eh ben, ils ont repris l'idée et ils ont pas mal, alors ils ont plus de soleil aussi, hein, c'est certain. Mais on était les initiateurs de... Voilà. Il y a aussi un bouquin, alors là j'ai oublié la commune, où un jour en vacances je passe et puis je vois, machin, inventaire
du panneau solaire. Voilà. Et bon, retenez le livre du bouquin, L'Inventeur. Si vous voyez le bouquin dans une librairie, L'Inventeur, achetez-le, vous aurez toute l'histoire de ce gars-là. C'était extraordinaire. Ensuite, donc la même chose que tout à l'heure, un graphique pour montrer l'évolution. Bon, ben ça se passe bien. Hein. Nous, on est là. 13 gigawatts de puissance en solaire chez nous. Mais si vous comparez avec nos voisins, eh ben, l'Allemagne qui est championne, je crois qu'elle était championne aussi dans l'éolien. La France, ben, on n'est pas les derniers, c'est le Royaume-Uni, mais bon, au Royaume-Uni, il n'y a pas... Tout à l'heure, on a vu que dans le Nord, il n'y avait pas beaucoup de soleil, et là, il y en a moins aussi. L'Allemagne dépense plus d'argent aussi, pour subventionner encore. Comment? L'Allemagne dépense plus d'argent pour subventionner aussi. Elle en fait plus. Eh ben, est-ce que vous savez, cher ami, que l'État subventionne les centrales nucléaires en France? Ah non, non, mais... C'est un choix politique. Absolument. C'est bien de mettre le montant de subvention aussi. Non, parce que j'ai pensé que vous pouviez reprocher ce... Non, je ne suis pas pro anti-nucléaire, enfin, il n'y a pas de question de... Non, pas la question. On passe. Ah, excusez-moi. Oui. C'est juste pour argumenter pour le solaire, parce que comment à chaque fois on voit les énergies renouvelables comme étant intermittentes. Donc oui. Du coup c'est un argument pour dire ouais. jour, nuit, quand il n'y a plus de jour, il fait nuit et il fait nuit pour voilà. En Espagne, ils reprennent effectivement des centrales solaires qui chauffent un fluide caloporteur et qui permet en fait de continuer à fonctionner 6 heures après le coucher du soleil. Donc le fait de faire du panneau photovoltaïque, c'est un choix aussi discutable, mais en tout cas que la France fait, ouais. et qui nécessite qu'il y ait du soleil, qu'il fasse jour pour qu'il y ait de l'électricité qui se fasse, mais on peut fabriquer de l'électricité. Il n'y a aucune énergie, aucun transport qui ne soit pas... non, je ne suis pas fini là. Je ne sais plus, non. Si tu me bousilles le truc, là, ça va pas aller, ça. Oui, je voulais dire pour le panneau solaire, c'est bien de m'arrêter parce que je suis de l'association de veille environnementale du Cher, et comme l'éolien, il ne faut pas faire n'importe où, n'importe comment, les panneaux solaires non plus. Quand on défriche des forêts pour faire les panneaux solaires, quand on met sur des terres agricoles, non. Non. On va avoir besoin de se nourrir. Vous avez vu qu'avec la guerre en Ukraine, on a manqué d'huile d'olive, on a manqué de moutarde. Le blé, ça pose un problème. Ça pose un problème dans le monde. C'est incroyable ce qu'ils fabriquaient les panneaux. Comment? Je dis c'est incroyable ce que fabriquaient les Ukrainiens. Ah mais ce sont les meilleures terres d'Europe. Les ternosium, ah ouais, les meilleurs. Hein. Voilà. Donc je dis par là qu'il y a un danger qu'il faut qu'on évite. Parce que ça n'a pas rien à voir avec l'électricité. Mais maintenant, quand on pousse les paysans, les exploitants agricoles plutôt, à faire du méthaniseur, à faire des panneaux solaires, pour qu'ils soient mieux rémunérés, mais tout ça, c'est artificialiser des terres dont on aura peut-être besoin dans quelques années. La solution, c'est que le paysan qui est normalement nourri soit mieux rémunéré, mais ne soit pas... Parce que qu'est-ce qui gagne là-dedans? Ce sont les promoteurs. D'ailleurs, cet été, l'été dernier avec la sécheresse, il y a des paysans qui avaient un contrat avec le promoteur du méthaniseur, qui faisait que c'était aux paysans d'alimenter le méthaniseur. Dans son contrat, c'était prévu comme ça. Et que s'il n'avait pas assez, il devait acheter. Et il y a des paysans qui ont dit, mince, ils se sont mordus les doigts. Avec la sécheresse de l'an dernier, ils devaient acheter de quoi alimenter le méthaniseur. Donc il y a des pièges comme ça qu'il faut éviter. Et puis, bon sang, on a d'assez bonnes terres aussi en France. Gardons-les pour notre nourriture.
Parce que quand il restera que des cailloux ou des pierres, on ne se nourrit pas avec ça. Oui, on est passé à l'hydraulique, je pense qu'il y a clairement... Bon, alors l'hydraulique, on est au taquet. Hein. On est au taquet, évidemment. Bon, ça représente quand même 25. Alors c'est une énergie aussi qui est intéressante, parce qu'on peut la démarrer, l'arrêter en beaucoup plus vite qu'un réacteur. Donc ça sert d'appoint. Sauf que là, on s'aperçoit que certains barrages commencent à s'assécher. Ensuite, alors les énergies marines, voici les projets en cours. Je crois qu'il y en a qui ont démarré du côté sur la Manche, par là, mais on est quand même pas mal en retard. Parce que là aussi... C'est de l'éolien, là. C'est l'éolien, oui, oui. C'est l'éolien. C'est pas des hydro... Non, mais je ne l'avais pas mis, mais j'ai un stock d'images après, que si on ne sait pas trop tard, on va passer aussi, pour commenter. Ensuite, Mars 2010. voilà, une éolienne offshore installée chaque jour en Europe depuis 2015. Bon, ça, c'était des chiffres de 2016-2017, donc c'est un petit peu en retard. Mais enfin, c'était pour vous dire que nous, on avait... Ben, à l'époque, les offshore, on n'en avait pas. En 2016, c'était zéro. Je crois qu'il y a un parc là qui vient de s'ouvrir du côté de Dieppe ou Fécamp, par là. Ensuite, je crois qu'on arrive au bout, là. Ah ben voilà, si, je parle quand même des hydroliennes. Alors, les hydroliennes, alors il faut savoir que c'est l'énergie qui coûte le plus cher. L'énergie hydrolienne coûte plus cher que l'énergie nucléaire, même que l'EPR. Donc, on en est un peu au stade des essais, et les sites ne sont pas très nombreux. Ils sont surtout ici, autour du Raz Blanchard, 3000 mégawatts de puissance, 2000 là-bas. Voilà. Mais c'est en réserve. On ne peut pas dire qu'on, vu le coût que ça à la production, c'est pas encore, on ne le développe pas encore. S'il vous plaît. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique. C'est la composition du mix électricité français, donné au 17 janvier 2022. Donc ça sort du four. Hein. Ça sort du four. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les chiffres. Le gros morceau, c'est le nucléaire, 42,%. Et après, voilà le reste. Et puis ça, c'est la biomasse solide, la biomasse liquide, etc. Bien que non, c'est de l'électricité. Donc je ne sais pas ce que ça peut être, ça. Thermique, c'est du charbon. Oui, puisqu'il ne figure pas. Si. Bah, ça me gêne quand il parle de thermique. Moi, je dis solaire photovoltaïque ou solaire thermique. Parce que thermique, on peut confondre avec les centrales thermiques. Et là, bon, ben, on a un doute. Ah, ça, c'est du solaire thermique. C'est ça, une idée. Pour les chauffe-eau, quoi. Je sais pas. Donc, finalement, j'aurais pas dû mettre ça, parce que ça... Est-ce que ça serait Pas de solaire 9%. des centrales thermiques qui restent quand même? Il y a des centrales... Oui, mais à 15%, je sais Ou pas. à gaz, il y a des centrales à gaz. 15%, ça fait beaucoup, je trouve. Oui, c'est le gaz. Centrales à gaz. Gaz et pétrole. Ouais. Aussi, oui. Allez, je me plante là-dessus, donc on passe. Développer les énergies renouvelables, préférer une énergie de flux à une énergie de stock. Ah oui, on n'a pas fini encore. C'est-à-dire, je reviens un peu en arrière, tu laisses là-dessus. Une énergie de stock, ben on sait, hein, c'est le pétrole, c'est le gaz. C'est aussi l'uranium. Moi, je le considère comme du stock. Les EDF ne le considèrent pas. Dans les bilans, c'est pas l'énergie primaire pour le EDF, c'est l'électricité. Ils ne parlent pas de l'uranium qui est quand même un fossile. Donc, plutôt que le stock, c'était l'image, le titre précédent, les énergies de flux. Bah, l'hydroélectrique, par exemple, l'hydroélectricité, le vent.
le solaire, quoi encore? Bref, ce qui peut être renouvelé. Voilà, on pourrait dire aussi plutôt de flux et renouvelé. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, je suis tombé là-dessus un jour, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, on en est encore loin, je pense, s'il vous plaît. Alors, avantage des énergies renouvelables. Certaines énergies renouvelables sont inépuisables. Le soleil, le vent, même si c'est intermittent, malheureusement. Elles ne produisent pas ou peu de déchets, comparé par exemple au nucléaire, au charbon. Décentralisées par nature, elles s'inscrivent dans les territoires au plus près des citoyens, puisqu'on peut mettre du panneau solaire sur le toit de sa maison. On peut avoir, même si ça ne plaît pas, une hydrolienne pas trop loin, et puis que la commune bénéficie des retombées. Elle rapproche producteurs et consommateurs. Avec le renouvelable, le citoyen acquiert le pouvoir d'être lui-même producteur d'énergie et d'acquérir une certaine autonomie énergétique. Et enfin, ces énergies créent des emplois locaux nombreux et non délocalisables. Ensuite, alors, de nombreuses associations et conseils régionaux ont travaillé sur la transition énergétique. Transition énergétique, c'est-à-dire, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera comment? Ça serait bien d'y réfléchir. Voilà. Bon, Conflant Énergie, bah non, je ne vais pas le dire, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une entreprise du sud de la France. Ensuite, alors, scénario négawatt. Négawatt, il faut que je vous présente l'entreprise. De mémoire, présentation de Négawatt. C'est une association créée en 2001 par des professionnels de l'énergie pour travailler sur la transition énergétique. Regroupe en 2015 plus de 1400 adhérents. Sa cheville ouvrière, 24 experts aux métiers divers. Toutes sortes de métiers qui peuvent aider à réfléchir à ce qu'on va faire de l'énergie demain. La compagnie des Négawatts a élaboré dès 2003 un premier scénario. C'est pas le premier, c'est 2017, j'y étais allé. C'était assez intéressant. Voilà, des prospectives. Scénario en 2003, révisé, précisé en 2006, pour un scénario énergétique pour la France à l'horizon 2050. Depuis, les scénarios n'ont cessé de se préciser, en 2011 puis 2015, pour présenter l'évolution de 2017 à 2050. Voilà. Donc c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, Négawatt travaille dans 3 axes différents. Pour assurer notre avenir énergétique, il faut prendre 3 orientations différentes. La première, et c'est mis en premier parce que c'est la plus importante, sobriété. L'énergie qu'on ne consomme pas, c'est déjà une énergie qu'on ne paye pas, hein, et qu'on économise. Sobriété énergétique. Efficacité dans tous les domaines, c'est-à-dire efficacité des appareils de consommation, efficacité et perfectionnement des appareils de production. Et enfin, travailler sur les renouvelables. Tout à l'heure, quand je vous ai montré les graphiques en bâton, là, où on a vu que l'électricité brute ne bougeait pas depuis 2001, eh bien c'est en partie grâce à ça. Parce qu'on a commencé à penser qu'il fallait être sobre, parce qu'on a eu des appareils qui étaient de plus en plus performants, à la fois à la production et à la consommation. C'est ce qui fait que, eh bien, on maintient, alors que la population augmente, les besoins augmentent, eh bien, on a quand même une certaine stabilité. Ensuite, consommer moins pour faire mieux. Oui, ensuite. Bah déjà, là, on parlait de sobriété, de l'isolation des bâtiments. C'est fou ce qu'on peut perdre par les toits, par les fenêtres. Donc déjà là, si on peut profiter d'un prêt, de plusieurs prêts pour isoler sa maison, eh ben on gagne en énergie.
surtout si on a chez soi du chauffage électrique. Vous savez qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à se chauffer. Moi, j'ai une belle-sœur comme ça qui vivait dans une maison à 15 degrés. Heureusement que la famille était là pour l'aider un peu. Voilà, ensuite. Sobriété sans renoncer au confort. Parce que, bon, moi je vais au Québec voir mes enfants, tous les 2 ans, je suis obligé de prendre l'avion. Mais est-ce que c'est nécessaire de prendre l'avion pour ramener des fraises de l'Afrique, de l'Asie, tous ces transports qu'on pourrait faire autrement ou qu'on n'a pas besoin parce qu'on a chez soi ce qu'il faut. Voilà. Sans renoncer forcément au confort. Vous voyez la voiture, la voiture c'est bien pour rouler. Mais quand ça ne roule plus et quand on est un petit peu plus garé, il y a un problème. Il y a un problème. Et puis alors le gaspille. Dans un film dont j'ai oublié le titre, il montrait que en Autriche, tout le pain qui était gaspillé, ça pouvait alimenter une ville de je ne sais plus combien d'habitants. Je dirais ça se brûle. Hein. Il y a même des exploitants agricoles qui ont une chaudière à blé. Bon. Ensuite, l'efficacité énergétique. Ensuite, alors par exemple, là on va parler du recyclage. On pourrait gagner de l'énergie, parce que l'énergie, qu'elle soit électrique ou fossile avec gaz, pétrole, etc., ça se mesure toujours en kilowattheure, c'est l'unité générale. Eh bien, en recyclant les ferrailles, on pourrait économiser 33 terawatts, c'est-à-dire milliards de kilowattheures. L'aluminium, le papier, le carton. Actuellement, on pense à recycler à nouveau les bouteilles, non plus en les cassant, mais par une consigne. Ensuite, alors ça c'est encore un document de Négawatt. C'est une perspective, vous voyez, pour 2050, ce qu'ils pensent que ça va devenir. L'éolien, qui monte vraiment en flèche, le solaire, l'hydraulique qui reste stable, parce qu'évidemment, à notre niveau, on n'a plus grand-chose à barrer, puis les énergies marines qui décollent légèrement. La géothermie, ça n'existe pas. Bah, ils ne l'ont pas mis. C'est marginal. Ils ne l'ont pas mis. C'est développé, mais c'est quand même... Ah ben il y en a, oui, oui, on va continuer après, si vous n'êtes pas trop fatigué. On se fixe 10 heures, c'est bon? 10 heures, c'est bon, allez. C'est l'Europe ou c'est la France ou c'est le monde? C'est une bonne question. Négawatt, c'est franco-français. C'est négawatt, c'est la France. Vous comprenez toute l'opposition, je suis pas tout. En fait, tout ça, c'est une perspective de Nanty. Hein. Si vous voulez, ça, les Indiens, les Chinois, tout ça, des trucs comme ça, ils s'en foutent complètement. D'accord. Tout à l'heure, on parlait d'une consommation européenne de 500 terawatts, moins de 500 terawatts. Alors si en 2050 on est à 247 terawatts d'éolien en France, en 2050. Oui, donc c'est bien pour la France. C'est bien pour la France, c'est pas pour le monde. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on multiplie notre consommation par 10. Pour Ah si, c'est 500 terawatts pour l'Europe. Non, attends. Tout à l'heure, c'était la puce. Oui. C'était écrit. C'était écrit, Il est vraiment pas bon ce conférencier. Hein. Ben, retenez-le, il faudra plus lire. Ensuite, mais voilà. Vous savez, je l'ai revu, j'ai eu 3 jours pour le refaire parce que j'étais occupé par ailleurs. Et j'aurais dû déjà mettre les sources. Et j'apprécie pas que j'ai oublié.
Enfin, excusez-moi. André, tu voulais dire? Oui, non, mais simplement, on a vu tout à l'heure, la consommation de la France, c'est un peu moins de 500 TWh. Voilà, c'est ça. À peu près. Hein. Oui. Donc ça c'est des chiffres. Ça reste dans la cour. Ouais. Ça reste dans Dans le... l'Europe, je ne sais pas combien ça fait. Ça reste dans le paquet. La France, c'est à peu près ça. Ça reste dans le paquet. Excusez-moi. Oui. Enfin, c'est juste l'argument de dire c'est pas nous qui polluons le plus, c'est chez les autres que ça se passe. Les autres, ils ont le même problème que nous. Le réchauffement climatique, enfin, en tout cas le dérèglement climatique est le même pour tout le monde. Non, mais c'est pas... non, mais excusez-moi, je vous ai pas coupé, je vous ai laissé. Donc, faut arrêter d'utiliser l'argument permanent de c'est les Chinois qui produisent pour le monde, c'est eux qui polluent le plus. C'est pas nous qui allons régler le problème du climat ou le problème de l'énergie. J'ai jamais dit ça, monsieur. Je Oui. signale juste que c'est un exemple qui est français et qui a une très bonne valeur française. On est d'accord. voit la répartition. Ça ne résout pas le problème mondial. On est d'accord. J'ai jamais dit que c'est pas de notre faute ou un truc comme ça. André. Ça ne résout pas le problème mondial. Après, Non, le problème, c'est que... je dis que la modélisation française n'est pas une modélisation mondiale. Non, Aujourd'hui, c'est tout ce que je dis. Voilà. Moi, Oui. après, on essaye d'agir là où on habite, Tout à fait là où d'accord. on vit, Voilà. c'est quand même déjà pas mal. Après, je reviens sur... Les Chinois, oui, parce qu'ils sont nombreux. Mais si on le fait par tête d'habitants, c'est les Émirats, le Qatar et tout ça qui sont les plus polluants. André. Oui, je voudrais simplement faire remarquer que la moitié de notre empreinte carbone en France, ce sont les produits que nous importons. C'est-à-dire que une bonne partie, la moitié du CO2 que nous émettons, en fait, ce sont les Chinois et d'autres qui les mettent à notre place, pour nous. Ouais. Exactement. Donc, Exactement. Excusez-moi, le biogaz, c'est pas vraiment une énergie renouvelable, ça reste du gaz. C'est une énergie fossile. Oui, on est dans les énergies, là, au global. Oui, mais C'est pas du c'est renouvelable. marqué énergie renouvelable. Mais le biogaz, c'est un peu... Enfin, c'est comme Ben, le gaz naturel, c'est le aussi- biogaz, si on le fait à partir... Alors, je vais émettre les mêmes réserves que tout à Le l'heure. pétrole, c'est bio. J'allais oublier. Le biogaz, c'est à partir du maïs, du colza, Oui, mais ou du tournesol. quand on le consomme, ça émet des... Donc, c'est renouvelable. Oui, mais quand on consomme, ça émet aussi du CO2. Voilà. C'est du gaz par Et comme tout à l'heure, je disais, pas de méthaniseur, pas de panneaux solaires sur les terres cultivables. Cultiver du maïs, du colza ou du tournesol pour faire du bioéthanol, je suis pas d'accord. Non, mais le gaz et le pétrole ont été faits à partir de la même source que le gaz d'aujourd'hui, sauf que ça a pris plus de temps, mais c'est le même principe. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas vraiment une énergie renouvelable, enfin, je trouve ça un peu... Ouais, ouais. C'est renouvelable parce qu'on peut replanter du colza. Bah, c'est ça, voilà. C'est en ce sens-là que c'est renouvelable. Mais si vous voulez, on a quitté un petit peu la vision uniquement électricité pour voir aussi les énergies. Parce que l'énergie, c'est pas que de l'électricité. On est bien d'accord. Mademoiselle ? Alors, ça, ils ont fait un tendanciel aussi. C'est-à-dire, la tendance générale, c'est à la baisse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'après Négawatt. Mais, vous avez, il n'y a pas les couleurs? Si. Ça, c'est le tendanciel général. Ça, c'est la prévision Négawatt. Ça, c'est les renouvelables en hausse. Fossiles et fissiles en baisse. Sobriété, vous voyez qu'on a du mal à baisser en sobriété quand même. Hein. Et en efficacité. C'est quoi fixe? C'est l'uranium. C'est l'uranium. Ce sont des hypothèses émises par l'association Négawatt. Mais je crois qu'il y a une autre vue derrière qui montre que, voilà, qui montre qu'ils ne se trompent pas trop, quoi. Parce que ils avaient fait un tendanciel en 2003 qui est là-bas tout en haut. En 2006, ils ont revu leur tendanciel, ça baisse. En 2011 également. 2016. Et vous voyez que la courbe noire, c'est en fait la réalité, c'est le réel. Et que finalement, ça suit à peu près
ce qu'ils envisageaient au départ. Ensuite, ça c'est la répartition des sources d'énergie à l'horizon 2050. Vous voyez alors, négawatts, comme l'ADEME, qu'on verra après, mais succinctement. En 2050, pour eux, il n'y a pas de... Il n'y a plus de nucléaire. C'est la tendance. Par contre, il y a tout ça. La chaleur environnementale, ben, c'est les pompes à chaleur, il me semble. Bon, c'est un camembert que j'ai fait à partir des chiffres. Ensuite, il n'y a plus de nucléaire. les travaux de l'ADEME. Tu restes là-dessus. Il y a les déchets. Comment? Je dis, il n'y a plus de nucléaire, mais il y a les déchets. Oui. Ah ben, les déchets, on peut les brûler aussi, hein, mais bon, ça, je ne sais pas si on va en parler. Les déchets nucléaires. Oui, oui, mais on fait de l'énergie aussi en brûlant des déchets. Ah, Mais ah bon, oui, oui, oui. voilà. Non, mais je te parlais de On est bien d'accord. Les travaux de l'ADEME. Alors l'ADEME a fait à peu près le même travail que Négawatt. J'ai un bouquin comme ça dessus. Ça fait rien que les travaux de l'ADEME, ça peut faire une conférence. Donc je passe rapidement. Simplement, je voudrais voir ce qu'il y a derrière. Mademoiselle, merci. Elle s'emmerde, mais c'est pas possible. Tu veux que je reprenne le truc? Mais non, ça va. Ça va. Je te taquine, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les... Non, je suis très taquin. Mes amis disent même je suis taquin au Dieu. Hein? Et ils disent pas au Dieu, ils disent au diable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les... c'est que... Je fatigue aussi, donc je deviens désagréable. Ce qui est intéressant, c'est que les travaux de l'ADEME ont été confirmés par 2 universités américaines, le MIT, Massachusetts Institute of Technology, et Stanford University. Et Stanford University est même allé plus loin. Voilà. Stanford valide les travaux de l'ADEME, trouvant néanmoins les conclusions trop timides. L'université américaine publie une étude énergétique sur 139 États dans le monde qui montre que la planète pourrait parfaitement n'utiliser que les énergies renouvelables en 2050. Ce scénario supprime complètement les énergies fossiles et le nucléaire. À lire. Alors, quand j'ai retrouvé ce document que j'avais déjà en 2016, je me dis c'est pas possible ça ne va pas. Donc je suis allé revoir, effectivement, vous pouvez prendre note et retrouver ces articles sur Internet. Comme quoi c'est pas... Alors bon, c'est peut-être aussi des gars qui écrivent des fake news, hein, tout est possible. Hein. Tout est possible, des complotistes. On y va? Merci. Conditions pour une transition énergétique sans nucléaire. Ça, c'est intéressant aussi à réfléchir. Recueillir une large acceptabilité sociale. Je pense aux éoliennes. Si la société est contre les éoliennes, ça ne se fera pas. Et politique. Si nos politiques sont pro-nucléaires, ben tous, quand on regarde, quand vous allez voir sur les pédigrés, hein, sur les documents administratifs, ils sont tous passés plus ou moins par le nucléaire. Il faut savoir aussi que le gendarme du nucléaire, l'ASN, c'est un directoire de 5 personnes. Le président nomme le directeur, 2 autres personnes sont nommées par le président de la Chambre des députés, et les 2 derniers par le Sénat. Voilà, donc c'est un peu la famille. Alors, donc voilà, hein, le social, c'est par exemple les éoliennes, les politiques. Si les politiques sont accrochés absolument au nucléaire, ça va faire du mal à bouger. Réaliser drastiquement des économies d'énergie. Là, on vient de passer janvier, vous savez que le 1er janvier, on prend tous des résolutions. On fume moins, on mange moins, on boit moins, etc. Mais que c'est difficile à tenir. Donc ça aussi, faire des économies, ça va être difficile. Améliorer la performance énergétique des appareils, ben c'est déjà en route, mais on peut encore faire mieux. Réduire les utilisations des énergies de stock, logique. Privilégier les énergies de flux, on l'a vu.
et développer avec réserve les énergies renouvelables. Quand j'entends pas avec réserve, c'est pourquoi? Ben, c'est pas de colza, de maïs ou de tournesol pour faire du bioéthanol. C'est garder les terres vivrières et non pas poser dessus des panneaux solaires ou des méthaniseurs. Vous voyez, y aller avec le bon sens, quoi. S'il vous plaît. Et donc ça suppose aussi tout ça que la dissuasion nucléaire soit abandonnée, parce que si l'énergie nucléaire a été installée en France comme dans d'autres pays, c'est aussi pour fournir les matériaux pour l'armement nucléaire. Bah, les premiers réacteurs nucléaires, c'était pour produire du plutonium. C'est clair. Aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et c'est après Hiroshima et Nagasaki, qui a eu, je crois que c'était en 1957, le discours pour la paix, où Eisenhower a dit, bon, on va maintenant faire du nucléaire civil. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des dangers du nucléaire. J'ai passé sous silence, mais vous avez bien compris, que quand il y a un chef d'État qui menace l'arme nucléaire, c'est un outil de dissuasion, mais ça devient aussi dangereux. Ça fait l'un des dangers. Alors, il faudrait éradiquer... Bon, il faudrait. Il y a K et Faucon, hein. Il y a K et Faucon, c'est facile. On n'a pas parlé de la fusion nucléaire. De la fusion nucléaire. Est-ce que vous pensez que ça... Ah oui, ITER. Bah, ITER, c'est une gabegie de dépenses. Et ils ont des problèmes de fission là aussi, enfin de fente, de rupture d'éléments hein, dans leurs essais, alors qu'actuellement, il faut produire plus d'énergie pour en avoir un peu. Voilà. Non, pour moi, c'est démentiel, quoi. Et la géothermie? On va y venir. Parce que là, j'ai fini. ITER, c'est de la recherche fondamentale. C'est de la gabegie. Ben, ça coûte cher quand même. Oui, mais pour faire quoi? La recherche fondamentale. Il n'y a pas de recherche fondamentale qui donne l'adoption. Ok, d'accord. Ok. D'accord, j'entends. La page, elle passe dans... Enfin, sans que j'appuie, en fait. Elle passe... Ah oui, bah, ça va changer. C'est... La radio, voilà, bah oui. Oui, bon, bah, de toute façon, on est au bout. On est au bout, mais on va continuer un peu parce qu'on a parlé géothermie, on a parlé d'autre chose. André. Oui, à propos des énergies renouvelables, et en particulier du photovoltaïque, il y a un truc qui est en train de démarrer maintenant, c'est-à-dire que les très grosses boîtes, je sais pas, Total et autres, hein, souvent des pétroliers d'ailleurs, sont en train de mettre en place du photovoltaïque. Il y a des projets qui commencent à être mis en place, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit l'Arabie Saoudite dessus, des Émirats aussi. C'est-à-dire, le but de l'opération, c'est de produire de l'électricité le moins cher possible, et le photovoltaïque au sol dans un désert, c'est ce qui est le moins cher, ça c'est clair. Surtout dans des zones où il n'y a pas trop il y a du soleil tout le temps et pas trop de différence dans des zones tropicales, pas trop de différence d'ensoleillement entre décembre et juillet et juin. Et ensuite, de fourguer cette électricité pas chère dans les pays consommateurs d'électricité. Il y avait dans le courrier international de la semaine il y a 15 jours, un truc sur en Tunisie, dans le sud tunisien, il y a un projet, et peut-être même des gens en cours de réalisation, on n'en sait rien, pour faire des centaines d'hectares, ou peut-être même des milliers d'hectares, de panneaux photovoltaïques, avec de l'électricité envoyée en Europe, hein, avec un câble qui passerait sous de la Tunisie à l'Italie.
Du coup, il y a des Tunisiens qui disent attendez, faut peut-être mettre les marche choses en sur la place, tête. parce que nous, on va fabriquer de l'électricité avec du gaz ou du pétrole, et on vendra de l'électricité photovoltaïque en Europe. Il y a un truc qui tourne pas rond. Angela Merkel, déjà il y a 2-3 ans, avait déjà pris contact avec le Maroc pour envisager la possibilité de faire là aussi des milliers et des milliers d'hectares de photovoltaïque. Il y a même d'autres projets, alors là c'était encore plus, qui consistait à faire 18 000 km². Bon là je suis un projet qui est sans doute un peu délirant, je suis pas sûr qu'il se fera. 18 000 km² de panneaux photovoltaïques dans le désert d'Atacama, au nord du Chili, le désert le plus sec du monde, fabriquer de l'hydrogène en dessalant de l'eau de mer, et ensuite transporter cet hydrogène en le transformant avec soit en ammoniac, soit en composé chimique, pour le vendre aux États-Unis, au Japon, en Europe, etc. En ce moment, c'est dans cette direction-là qu'on va essayer de développer les énergies renouvelables. Par contre, absolument pas, on ne pousse absolument pas à faire ce que tu disais, c'est-à-dire une énergie décentralisée, proche des citoyens et contrôlée par eux. Bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi les méthaniseurs en France ont du succès? C'est parce que les promoteurs, ils trouvent leur compte. C'est eux, c'est pas... Le paysan, il a peanuts sur le truc. Voilà. Et c'est partout pareil. Mais qu'est-ce que tu peux faire contre ces gros-là? Mais je crois qu'il y a justement un enjeu politique. Malheureusement, les partis de gauche, on ne les entend pas trop là-dessus. Mais c'est absolument fondamental. On a, avec les énergies renouvelables, on a la possibilité d'être souverain en matière énergétique. C'était tout à l'heure dans les explications. Vous avez là du solaire thermique. Ça ne fait pas d'électricité, c'est simplement pour chauffer de l'eau. La taille, c'est à peu près un panneau par personne. C'est ce qu'il y a chez moi. Et je peux vous dire que les premières fois où je m'en suis servi, j'étais étonné. J'allais toujours voir la température, l'eau qui rentrait dans le chauffe-eau. C'est un chauffe-eau à 2 étages. Le caloporteur envoie de l'eau chaude, enfin pas de l'eau, il réchauffe l'eau en bas du ballon et ça permet de... Alors on ne peut pas être autonome avec ça, mais ça évite pendant ce temps-là que la chaudière ou de tirer sur l'électricité. Voilà. Alors ensuite... Bon, la biomasse. Alors la biomasse, c'est comme je suis chauffé avec ça, mais mon fournisseur, alors il vient de Sologne, donc ça fait quand même de la route, mais c'est intéressant parce qu'il récupère toutes les sciures des scieries du coin. Donc en fait, il recycle un déchet. Par contre, développer la biomasse en coupant des arbres pour faire des copeaux, des plaquettes ou de la sciure, non, c'est une hérésie. Voilà. Et c'est pour ça que c'est devenu très cher. C'est devenu très cher. Moi, je suis approvisionné dans un mois. Je ne sais pas encore combien ça va me coûter. Mais j'ai vu les prix au sac. C'est énorme. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que tous les moyens, toutes les énergies pour se chauffer sont calqués sur le prix du pétrole. Voilà. Pour qu'il y ait... Parce qu'imaginons que comme c'est un déchet, on ne l'a pas cher, tout le monde se précipite là-dessus. Il y a des gros malins qui vont abattre des forêts pour faire... c'était un projet du temps de Sarkozy d'ailleurs, on est allé dans la Nièvre se battre contre le rasage d'une forêt, dans le projet était ça. Voilà. Et que, évidemment, ça va créer la pénurie, et puis ça nous prive de choses qui sont indispensables. Donc là encore, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais ça va pas mieux que moi. Voilà, bon, je parlais tout à l'heure de la méthanisation. Alors effectivement, l'idée au départ, l'idée nous est venue des Allemands, c'était pas idiot non plus. C'était les éleveurs allemands, comme ils ont
ils avaient des lisiers, que d'ailleurs on peut mettre sur les champs, plutôt que dans le méthaniseur. Et ça entretient, comment dire, ça nourrit la terre plutôt que des engrais minéraux. Voilà. Alors, pour que le paysan puisse se chauffer ou faire de l'électricité, sauf que, évidemment, il y a des malins, des promoteurs qui se sont dit « Ah mais là, c'est la poule aux œufs d'or ». Là encore, on détourne. Une bonne idée peut être facilement détournée par des gens qui veulent faire du fric. Voilà. S'il vous plaît. Bon, bah ça c'est le biogaz, c'est ce que je déplorais tout à l'heure. Hein. Bioéthanol, avec chaque fois que je peux, je n'en prends pas. Malheureusement, il y en a de plus en plus dans les mélanges. Voilà. D'abord parce que je suis fils d'agriculteur. Voilà. On passe. Donc, voilà. Et on parlait tout à l'heure de la géothermie, ben voilà. Dans le Massif central, il y a des communes qui sont chauffées comme ça. Hein. Chaudes-Aigues. Chaudes-Aigues, oui. Mais pas que. Ça fait un peu Ah de ouais, temps que dans ça les chauffe comme ça. Chaudes-Aigues, André. il n'y a pas d'électricité. Hein. Non, mais c'est tout naturel. je ne sais pas, j'ai dit plusieurs fois, mais on a quitté le domaine parce que l'électricité, c'est une forme d'énergie. On ne peut pas se cantonner que sur l'électricité. Il faut aussi parler des autres énergies. C'est marqué production d'électricité pour, voilà, pour fournir de l'eau chaude. Non, mais d'accord. Jusqu'à Chaudes-Aigues, c'est tout naturel. Il y a des sources de chaude, mais on peut aussi, avec un différentiel de température, faire de l'électricité. Voilà. Ensuite, André. Oui, il y a aussi une possibilité de géothermie qu'on utilise encore assez peu en France, mais enfin qui est quand même utilisée en particulier dans le bassin parisien, c'est-à-dire de la géothermie pour le chauffage des habitations. On a de l'eau à peu près, il faut descendre assez bas, je crois que c'est 700-800 mètres, c'est assez bas. Mais on a de l'eau à 60 degrés, 60-70 degrés, et il y a plusieurs dizaines de milliers de logements qui, dans l'agglomération parisienne, sont chauffés avec ça. Hein. À Saint-Gouchard, il y a une entreprise qui se chauffe en géothermie, qui descend à 32 mètres. Alors, est-ce qu'on l'utilise directement ou avec une pompe à chaleur? Parce qu'à 32 mètres ici, on a de l'eau à 12-13 degrés, peu de pompe à chaleur. Il y a les deux. Si vous faites dans le bassin parisien ou du côté de Clermont-Ferrand, du côté de Toulouse, c'est pas pareil. Vous avez de l'eau chaude directement, il n'y a pas besoin de pompe à chaleur, là, ça passe directement. Le gars de Saint-Gouchard, il a les deux, la pompe à chaleur et le... Voilà. J'ai un truc à dire là-dessus. Oui. Moi, je pense que c'est exactement comme il y a 50 ans quand on parlait du solaire. C'était tellement balbutiant et tellement peu développé que c'était facile de casser l'espoir, le potentiel qu'il y avait. Parce que le potentiel de la géothermie, il est énorme, vraiment énorme. Et il y a très très peu de technologies qui ont été développées, notamment en géothermie profonde, à très haute profondeur, pour produire de l'électricité. Bah voilà, là pour l'instant, il n'y a que des tests, vagues tests, il y a très peu d'argent qui est investi là-dedans. C'est une énergie d'avenir néanmoins. Mais pourquoi ça a commencé il y a 40 ans, 50 ans, dans les années 70 et 80, effectivement, en région parisienne, il y a eu des grandes choses qui ont été faites pour des immeubles. Et pourquoi ça s'est arrêté? Dans le même esprit que d'autres énergies n'ont pas été développées. Hein. Il y avait d'autres alternatives qui étaient dominantes, le pétrole en gros. Quoi. Voilà. Parce que ça entrait en concurrence avec une autre, ou pour un problème de prix de revient. Ou d'ambition politique, qu'on a ou qu'on n'a pas. On peut avoir une ambition politique pour développer quelque chose qui n'est pas forcément satisfaisant, mais on peut aussi s'opposer. Voilà, c'est quand même les politiques qui nous gouvernent et qui décident. Daniel. L'ADEME a un très très bon dossier sur la géothermie collective et municipale. Donc ça demande qu'à être développé. Le problème c'est qu'effectivement, c'est toujours la même chose, c'est qu'on regarde qu'à court terme, on ne se projette pas à long terme. Et donc du coup, les investissements que ça nécessiterait,
on les regarde à l'instant T, on ne les regarde pas ce que à échéance. Parce que ça nous fait gagner dans le temps. Quoi. Ouais. Donc on préfère continuer à cramer du pétrole ou de l'uranium, parce que a priori ça nous coûte moins cher aujourd'hui, mais dans quelques années on le regrettera sérieusement. C'est une énergie. Alors ça, j'aimerais bien visiter parce que ça me paraît bizarre, mais elle existe en Norvège, cette usine d'énergie osmotique. Hein, l'osmose, c'est-à-dire qu'on a deux liquides de densité différente, et au travers d'une membrane, il y a un liquide qui se déplace. Le liquide le plus dense se déplace toujours vers le moins dense. De là à produire de l'électricité, je demande à voir. Je demande à voir. Mais comme elle existe en Norvège, je suppose que ça doit fonctionner. Puis je crois qu'on est au bout là. Ah non, la méthanation. Alors, la méthanisation, c'est avec des déchets, comment dire, naturels, lisiers, organiques, avec des déchets organiques, on fait du gaz. Avec le gaz, on peut le brûler, on peut faire tourner. Bon, là, c'est pas du tout pareil. Quand on a, oui, il y a autre chose intéressante derrière aussi. Quand on produit de l'électricité qu'on ne peut pas utiliser, la nuit par exemple, ben, on utilise moins d'électricité que dans le jour. Donc cette électricité est perdue, surtout si c'est du nucléaire, puisqu'on ne peut pas arrêter la centrale. Alors il y a une possibilité, mais là on est dans le renouvelable, vous voyez, ils pensent que vent et soleil, mais ça peut se faire aussi à partir de l'électricité nucléaire. Cette électricité, on en fait d'électrolyse pour avoir le réseau, on fait de l'hydrogène, et avec le CO2, hydrogène et C, on fait du méthane. Voilà, qu'on stocke. Et après, le méthane, comme c'est un carburant, on peut le réutiliser, soit pour se chauffer, soit pour faire tourner les turbines à gaz. Voilà. Le rendement, bon, c'est la méthanation. Ensuite, alors, les stations de transfert d'énergie par pompage. J'ai habité un moment dans les Ardennes, et il y en avait une à Saint-Nicolas-les-Revins, que j'ai visitée, qui est très intéressante. On a de l'électricité en trop, on ne sait pas comment la stocker. Ben, on peut la stocker de cette manière. C'est-à-dire que la nuit, l'électricité qu'on ne fonctionne pas sert à remonter de l'eau dans un bassin supérieur. Et quand il y a une forte demande dans la journée, on turbine à l'envers pour produire de l'électricité. Et cette station, alors pas celle-là, je ne sais pas s'il y a la photo de Revin derrière, voilà, c'est celle de Revin. Et celle-là, elle sert, en cas de blackout, à relancer la centrale de Cattenom. Vous savez que s'il y a un blackout, toute une région qui n'a plus du tout de courant, c'est pas évident de redémarrer une centrale. Il faut énormément d'énergie, et puis surtout, il faut continuer à refroidir. Donc, cette centrale de Revin, elle est reliée à la centrale, les réseaux électriques, à la centrale de Cattenom, dans l'Est, s'il y avait un blackout. Donc, quand j'étais à la CLI de Belleville, j'ai demandé, mais je dis, je leur ai expliqué ça. Ils m'ont dit, comment vous savez ça? Bah, je dis, oui, il faut chercher, il faut s'instruire. Blackout et le start, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'opération inverse. Et j'ai dit, mais je dis, chez nous, si la centrale de Belleville, il y a un blackout, ben, il dit, soit qu'on est alimenté par Gravelines, soit on est alimenté par Saint-Laurent-des-Eaux ou plus loin. Voilà. À condition que le blackout ne soit pas national. Parce que là, voilà, ce sont les stations de transfert d'énergie par pompage. C'est un moyen de stocker. Il y a une carte pour montrer qu'il y en a quelques-unes en France, évidemment dans les endroits où il y a de l'altitude, où il y a un dénivelé. Mais j'ai vu que ça pouvait se faire aussi le long des côtes. Sur une falaise, on peut installer un réservoir,
Une bassine, voilà. On va pas aborder la question. C'est vendredi. Hein. Voilà, je crois que c'est bon là. Et puis je suis... Non, c'est bon, on arrête là. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. J'ai une expression de remercier pour m'avoir supporté. Parce que supporter, il y a deux sens, vous voyez. Il y a le supporter de football, et puis il y a celui qui s'emmerde profondément. Alors bon, vous mettre dans une catégorie, hein, comme vous voulez. Est-ce que tu veux boire? T'as bien mérité ça. Ah si. Elle l'a bien mérité. Ah oui, hein, quand même. Quel courage fait. Courage fait.